7 avril 1981, l'Olympique de Marseille est mort. Placé en liquidation judiciaire par le tribunal de commerce, le club, déjà tristement relégué la saison précédente en seconde division, s'apprête à licencier l'ensemble de ses joueurs professionnels déjà plus complètement payés, alors que des scellés vont être apposés sur les grilles à l'entrée du stade Vélodrome. Le lendemain, le 8 avril, dans les colonnes du quotidien local La Marseillaise, c'est en ces termes que Pierre Andréis, grande plume des sports, dressait alors l'horizon funèbre du club de tous les Marseillais. Et je cite: « Cette chère vieille chose faisait partie du patrimoine de Marseille, et sa disparition ne peut pas laisser indifférent. L'OM, c'est fini. On en parle au passé. À ce moment-là, pour sauver le club, il fallait un miracle. Vous le savez sans doute, mais ce miracle a bien eu lieu puisque l'OM existe toujours et continue d'être au centre de l'actualité sportive française. Entre-temps, en 1993, il a même trouvé le moyen de remporter la plus prestigieuse des compétitions européennes, la Ligue des Champions. D'ailleurs, dans quelques semaines, il y aura de grandes festivités organisées au stade Vélodrome afin de célébrer les 30 ans de la plus prestigieuse des victoires marseillaises. Ce trophée rend si fier toute la ville de Marseille. Et pourquoi pas? Par contre, on a vite oublié ce qu'il s'est passé avant, ce qui a rendu possible cette victoire en Coupe d'Europe. Le fameux miracle de 1981. C'est qu'à Marseille, on n'aime pas trop parler de cette histoire. L'histoire noire de l'OM, non, parlons plutôt de l'étoile de 93, des stars, de ceux qui brillent. Comme si au milieu de cette tragédie, l'OM n'avait pas brillé de la plus belle des manières et à une intensité folle. Ce miracle, il s'est matérialisé à travers un groupe de joueurs, une équipe de Marseillais qui a tout simplement sauvé l'OM et que l'on surnomme les Minots. C'est de cette histoire dont on va parler aujourd'hui. Je vous propose de regarder un petit peu une introduction à cette partie. Pour moi, les Minots, c'est le foot à l'état pur. Et cette période-là, ces 6 matchs-là, c'est ça. L'image des Minots, c'est qu'on était tous des Marseillais. Et c'est ça qui a fait notre force, je pense. On ne l'a jamais fait pour l'argent. On l'a tout simplement fait pour l'honneur de notre ville. Quoi qu'il arrive, jusqu'à la fin de notre vie, on sera liés. Le club est descendu en deuxième division, il aurait fallu qu'il remonte cette année, il ne l'a pas fait. L'OM, c'est fini. Le tribunal de commerce de Marseille a prononcé ce matin la cessation de paiement et la liquidation de biens de l'Olympique de Marseille. C'est l'histoire noire de l'OM en définitive. C'est l'histoire noire. Bien, d'abord, mon objectif numéro 1, c'est d'essayer de remettre une bonne ambiance au sein du club. Je suis obligé de dire que les choses ne pouvaient pas durer telles qu'elles étaient. Mais comment en est-on arrivé à cet état de mort clinique ce 7 avril 1981? Il y a d'abord eu la descente en D2 en juin 1980. À l'issue de la saison 1979-1980, et à la surprise générale, l'OM descend en deuxième division. À la surprise générale, car les observateurs s'attendaient plutôt à ce que cette équipe, notamment composée des internationaux français Marius Trésor et Didier Six, lutte pour les premières places. Mais la mayonnaise ne prend pas sur le terrain, c'est la gabégie dans les bureaux. Et l'OM termine 19e sur 20 et est donc relégué en deuxième division. Catastrophe, car en plus de ça, la situation financière du club est déjà délicate. Cela fait des années que le club accumule des dettes à force d'acheter des stars qui ne donnent pas toujours satisfaction et de virer ses entraîneurs au premier mauvais résultat. À cette époque du foot, avant l'argent des retransmissions TV, Canal+ n'arrivera qu'en 1984, les budgets des clubs dépendaient grandement de la billetterie, qui représentait 60 à 80% de leurs revenus. Or, en D2,
les Marseillais ne se déplacent plus pour voir cette triste équipe. En mars 1981, contre Tavo, au stade Vélodrome, on ne compte ainsi que 1600 billets vendus dans un stade comptant 40 000 places. Où donc trouver l'argent pour faire tourner le club? Et pourquoi pas à la mairie? Après tout, les subventions locales étaient à cette époque la seconde source de revenus des clubs. Et à Marseille, encore plus qu'ailleurs, puisque le tout-puissant maire de l'époque, Gaston Defferre, aimait se décrire à l'occasion comme le maire de l'OM. Il faut dire que ce club de foot draine un capital de popularité incroyable dans toute la ville, et donc un potentiel électoral non négligeable. Mais Defferre ne se contente pas de distribuer l'argent. Il veut aussi avoir son mot à dire dans la gestion du club, dans la nomination des hommes, par exemple. En seconde division, l'entraîneur de l'OM est une pointure. Un peu sur la fin, certes, mais l'un des plus grands entraîneurs de l'histoire du football français, un certain Albert Batteux. Batteux, pour le resituer, c'est 2 finales de Ligue des Champions avec Reims contre le Real Madrid, 8 titres de champion de France de D1 à lui tout seul, des accomplissements avec les Bleus, bref, une pointure qui voulait déjà prendre sa retraite à l'époque. Qu'est-ce qui l'attire donc sur la Canebière à ce moment-là? Pour Pierre Andréis, le journaliste sport de la Marseillaise, c'est Gaston Defferre. Voilà ce qu'écrivait Andréis. Avec les subventions municipales, l'OM et ses dirigeants avaient mis le doigt dans un engrenage qui, au fil des mois, fit du maire le président occulte du club. Au gré de ses amitiés et des deniers municipaux, il faisait et défaisait le club, exigeant l'allégeance et allant jusqu'à imposer un entraîneur de luxe, Batteux, à un moribond. Avant la liquidation, il y a donc le président occulte du club. Mais il y a aussi le président officiel, Christian Carlini. Un voyagiste arrivé à la tête de l'OM au terme d'une OPA lors d'une assemblée générale houleuse. Pour situer le personnage, a posteriori, en 2021, dans la Provence, il déclarait que son entreprise de voyage donc, faisait à l'époque 17 milliards de chiffre d'affaires. Mais il disait aussi ceci: « Je suis entré à l'OM en Ferrari. J'en suis sorti à Solex. C'est la vérité. Et encore, en le poussant sous la pluie parce que j'habitais en haut de la résidence Les Alpilles. » Christian Carlini se débat comme il peut pour maintenir le club à flot à l'échelon inférieur. Mais il ne cache jamais la difficulté de la situation. Il déclare même publiquement ne plus avoir suffisamment d'argent dans les caisses pour payer l'électricité du stade Vélodrome. Pire encore, Defferre amplifie la pression avec sa subvention. Il demande à Carlini d'enfin faire le chèque de 2 millions de francs que Carlini s'était engagé à faire lorsqu'il avait repris l'OM, s'il veut que Defferre verse sa subvention à l'OM. Apparemment, Carlini ne peut pas faire ce chèque. Mais on lui souffle une idée. Il y a des amoureux de l'OM au Venezuela. Il est sollicité par des investisseurs corses installés au Venezuela, soucieux d'investir dans l'OM, pour l'amour de l'OM, des millions de bolivars, la monnaie locale. Il s'envole même aux Antilles pour tenter d'aller récupérer ces bolivars. En vain. Le tribunal de commerce perd patience. La mairie ne verse pas sa subvention, et c'est ainsi que le couperet tombe. Le 7 avril 1981, l'OM est déclaré incapable de rembourser ses créanciers. Officiellement, et sans prendre en compte la dette fiscale, il y aura un passif de 8 millions de francs en juin 1981. Au total, en prenant en compte la dette fiscale, on parle d'un montant de 15 millions de francs. Il faut bien comprendre qu'à l'époque, le budget moyen d'un club de première division est estimé aux alentours des 10 millions de francs. L'OM n'est plus un club de première division, n'a plus de spectateurs, doit composer avec un maire qui déclare ne plus pouvoir continuer à gâcher l'argent des contribuables marseillais et un président fantasque dans lequel personne ne fait confiance. Bref, ça ne pouvait plus durer. Pour terminer de vous présenter
ce club si particulier à l'époque, mais toujours aujourd'hui, je vous demande d'accueillir un historien de l'OM, l'auteur de l'encyclopédie de référence sur l'Olympique de Marseille, M. Gilles Castagno. Bonjour Gilles. Bonjour. Bonjour. Alors, avec la présentation que je viens d'en faire, on pourrait penser que Christian Carlini a le profil de coupable idéal pour expliquer seul le désastre financier dans lequel se trouve l'OM en 1981, mais il est loin d'être le seul responsable, n'est-ce pas? Oui, tout à fait. Pour bien comprendre ce que vous a raconté Mourad, il faut, je pense, revenir au printemps 1979. Parce que au printemps 1979, l'OM termine une saison ratée à la 12e place du championnat et avec une dette estimée à 4 500 000 francs à l'époque. À cette époque-là, l'OM est encore ambitieux et cette dette-là ne préoccupe pas les gens, ni le public, ni la mairie, etc. La preuve en est que Gaston Defferre augmente sa subvention de 500 000 francs. Les joueurs que l'OM veut recruter s'appellent Michel Platini, Johnny Rep, Ariane, qui était un international néerlandais, tous les deux derniers. Bien entendu, ils n'auront pas ces joueurs. Ils se rendent même au Brésil. Bernard Genestar, qui était l'impresario de Michel Platini, se rend même au Brésil avec l'entraîneur Jules Zenka pour essayer de recruter un joueur. Celui qui remarque le plus s'appelle Zico. Donc, bien entendu, ils n'auront pas les moyens de l'acheter. On va peut-être, pour les gens qui ne sont pas spécialement fans de foot, il faut bien comprendre que Platini et Zico, c'est 2 des 5 meilleurs joueurs de la décennie des années 80. Ouais. C'est comme d'habitude, l'OM vise bas, quoi. Voilà. Et donc, cette date-là n'inquiète personne, en fait. Et donc, ce qui se passe, c'est que l'OM recrute un premier joueur qui s'appelle Henri. Donc, il y a 2 joueurs qui partent du club en 79, qui sont 2 arrières latéraux, François Bracci et Michel Bollier. Et ces 2 joueurs ne vont jamais être remplacés. Donc, le club va racheter Henri Zambelli, qui est un défenseur central international espoir, va racheter ensuite Temim, qui est un très grand joueur tunisien, mais qui n'a jamais été professionnel, et va racheter un peu plus tard Philippe Piet, qui est un international espoir, mais milieu de terrain. Donc le recrutement est fait un peu en dépit du bon sens. Très rapidement, Jean Sadoul, qui était le président du groupement, donc qui va grandement aider au sauvetage du club. Le groupement, c'est un peu la ligue de football professionnel. Qui la ligue d'aujourd'hui. Donc, envoie quelqu'un pour faire un état des lieux du club et cette personne qui fait un audit déclare que le club est en mesure de recruter. Donc comme je dis, il n'y a aucune inquiétude de la part des instances et de la mairie. Donc, tout va bien. Il y a un peu... Pas tout va bien, mais on sait qu'il y a un déficit, mais bon... Ça inquiète personne, voilà, ça comme souvent personne. À l'OM. Voilà. Et donc le championnat commence. Donc il y a déjà une tournée qui se passe à La Réunion. Peut-être Roland y était, j'en sais rien. Une tournée qui se passe à La Réunion et qui se passe très mal parce qu'il y avait une boîte de nuit en dessous de l'hôtel. Et ensuite le championnat commence. Première journée, l'OM reçoit Brest et gagne 3-0. Il se retrouve premier du championnat. On joue le titre. Très bien, voilà. Deuxième journée, l'OM perd au Parc des Princes, mais d'un but d'écart, 4-3. Bon. Ça n'inquiète encore personne. Troisième journée, c'est Saint-Étienne qui vient, le favori du championnat. Il y a encore une défaite, 5-3. Ça n'inquiète encore personne, sauf que Temim commence à dire qu'il a été mal accueilli, qu'il n'est pas bien vu au sein de l'effectif. Et la 4e journée, ils perdent 5-0 à Nancy. Et là, ça commence vraiment la dégringolade. Et donc, cette dégringolade, donc le président D'Agostino, donc du comité de gestion, ne sait plus comment faire pour endiguer ceci. Donc, il n'a pas la carrure nécessaire pour remettre les joueurs à leur niveau, enfin, remettre de l'ambition au sein du club, taper du poing sur la table, etc. Donc, il fait appel à Bernard Bossier en tant que directeur sportif. Bernard Bossier, qui est un ancien grand joueur, qui a joué à l'Olympique de Marseille. Et ça va être une catastrophe parce que Bernard Bossier est ami avec René Gallian, mais pas avec D'Agostino. Enfin, il va y avoir tout un tas de choses qui vont précipiter la chute du club. Voilà, c'est une chute. Les prémices sont mauvaises. Voilà. On tombe petit à petit. Là, c'est mauvais au niveau sportif.
Ensuite, le 9 novembre, devant la situation qui s'empire, il y a le comité directeur et le comité de gestion qui démissionnent, tous en bloc, et qui décident d'organiser des élections, une assemblée générale qui sera organisée le 7 décembre. Et c'est à cette assemblée générale que Christian Carlini est élu. Voilà. Alors, l'élection de Christian Carlini est folklorique, comme ça a été dit tout à l'heure, parce qu'il propose 1 million de francs. Donc, ça plaît à tout le monde. Finalement, les autres, ils disent, bon, ben, il est prêt à proposer 1 million, ben, pourquoi ne pas aller plus loin? Alors, il propose 1 million plus les voyages offerts, puisqu'il est voyagiste. Donc, les déplacements, ça se monte à peu près à 400 000 francs, qui est une somme quand même importante pour l'époque. Finalement, il arrive, on lui fait monter à 2 millions, plus 3 millions, et il arrive avec 3 millions plus 400 000 francs. Et il fait un chèque de 3 millions. Sauf que ce chèque, il le met dans sa poche. Parce que comme il est élu président, ben, il le fait au président. Et le lendemain, première chose qu'il fait, ben, il déchire le chèque. Il déchire le chèque et il dit je ferai un chèque d'1 million dès le 3 janvier. Et les 2 autres millions, ce sera un prêt. Voilà. Donc on est dans cette situation-là. Donc ça, c'est le 7 décembre. Et le 7 décembre, à ce moment-là, on s'aperçoit que la dette n'est plus de 4,5 millions, mais aux alentours de 10 millions, donc 4 millions de dette fiscale. Donc, ce n'est pas du tout la même chose. Le 24 décembre, quand la dernière journée de championnat, avant la trêve, arrive, il n'y a plus de match jusqu'au 20 janvier, et donc plus de rentrée d'argent. Comme l'a dit Mourad, c'est le public qui faisait le chiffre d'affaires des clubs. Donc, plus de rentrée d'argent, donc il est obligé de faire des chèques à son nom, de payer les traites des joueurs non encore payés. Voilà. Donc ça, on se retrouve en janvier comme ceci. En février, les résultats s'empirent. L'entraîneur est viré, c'est Jules Zinca qui est remplacé par Jean Robin. Il y a toujours, donc le club est 19e à la trêve. Et on pense toujours que tout le monde pense à Marseille que l'OM va se sauver. Ah, parce oui, qu'on est oui, l'OM, alors on peut pas descendre. Il y a des grands joueurs, etc. Voilà, donc c'est un peu ça, la situation. Il y a un déficit, mais c'est pas grave. On a des mauvais résultats, mais on est l'OM, c'est pas grave. Rien n'est jamais grave jusqu'à la liquidation judiciaire, quoi, en fait. En fait, dès janvier, Christian Carlini parle de dépôt de bilan possible si on lui demande de payer tout ce que l'OM doit. Donc c'est à peu près 10 millions de francs. Et il ne peut pas faire face à ces échéances. Donc il va voir des gens à la mairie, il rencontre souvent Gaston Defer, et il ne trouve pas de solution. Et en mars, donc, il a une idée. Il dit, donc c'est là que le tribunal de commerce intervient, parce que je pense que vous voyez pas très bien la corrélation entre l'Olympique de Marseille et le tribunal de commerce. Donc Christian Carlini s'adresse au tribunal de commerce pour aider le club, pour mettre en place, comme une société classique, un plan de sauvegarde. Et le tribunal de commerce se déclare compétent. Donc, ce qui irrite très fortement le groupement, parce que le groupement veut que tout ce qui concerne le football, ça reste à l'intérieur du milieu du football. Donc, hors de question de faire appel à un tribunal de commerce. Donc, le tribunal de commerce se déclare compétent. Par contre, en se déclarant compétent, qu'est-ce qu'il fait? Il nomme un administrateur, qui s'appelle Maître Nespoulos. Donc, cet administrateur-là, c'est lui qui va gérer le club. Donc, en fait, Christian Carlini est président, mais il a juste le titre. Il lui interdit de faire la publicité pour le club, il lui interdit de se présenter en tant que patron du club, puisque maintenant, il n'a plus aucun pouvoir. Donc lui, il se retrouve complètement bloqué, il ne peut plus prendre de décision, mais en même temps, Gaston Defer lui impose de prendre un entraîneur de grande renommée pour justement continuer à payer sa subvention. Voilà, donc voilà, vous pouvez le voir, Christian Carlini a vraiment la tête du coupable idéal, mais il n'était pas très bien entouré. Et justement, tu as commencé à parler un petit peu, parce qu'elle est présidente de club, mais on voit aussi que la mairie a un vrai pouvoir à cette époque. Et notamment, pour illustrer un peu l'utilité politique de l'OM pour Defer, j'aimerais bien que vous nous racontiez l'avant-match de la finale de Coupe de France 1972, où Gaston Defer va aussi utiliser l'OM à son avantage. Là, c'est une autre époque. Là, l'OM est le club numéro 1 en France. L'OM est champion en 1971, champion en 1972 très largement, et atteint la finale de la Coupe de France. Donc pour préparer cette finale et préparer les supporters, donc, cette finale se joue le 4 juin 1972. Donc pour préparer les supporters, le président Leclerc à l'époque organise une manifestation au stade Vélodrome où il projette sur un écran des extraits de toute la saison 71-72
et prépare le public à encourager l'équipe. Il y a Thierry Leluron qui est là pour présenter, qui était un humoriste de l'époque. Il y a un orchestre qui est là. Et devant tout ce monde, il y a plus de 1000 personnes. Marcel Leclerc dit, en parlant à Gaston Defferre, il dit « Je dirais que vous êtes le Scoblard des maires de France ». Voilà, donc Marcel Leclerc était le président de l'OM en 72 et Josip Scoblard était la superbe star de l'OM à ce moment-là. Ils font aussi un tour de terrain une heure avant le match. Voilà. Comme on le voit sur l'image. Pour avoir l'acclamation des supporters marseillais. Voilà. Donc on a parlé du bordel au club, on ne peut pas l'appeler autrement, de l'importance du club aussi au niveau politique. Et puis, il y a l'importance aussi pour le football français. Est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi l'Olympique de Marseille était si important financièrement en 1981 ? Mais l'Olympique de Marseille était le seul club qui attirait les foules, parce que c'était un club de stars, un club de vedettes, un club où se passait toujours quelque chose. Au niveau financier, ça représentait à peu près 15% du budget total du football français. Donc c'était quelque chose d'énorme. Donc il faut dire que 15%, sachant qu'il y a 18 clubs à l'époque en première division, donc l'OM représente beaucoup plus que sa part. Voilà, beaucoup plus que sa part. Il y avait des clubs stars, enfin des clubs plus performants. Plus performants, c'était Saint-Étienne et Nantes. Pendant les années 70, mais par contre, ce n'était pas des clubs qui attiraient, c'était plus un collectif. Alors que l'OM, c'était des vedettes, il y avait l'OM et un peu plus tard le Paris Saint-Germain, au milieu des années 70, qui aussi accueillait des vedettes. Ouais. Bon. Merci beaucoup, Gilles. Je vais vous laisser regagner votre place.